Allô, c'est ça, Pierre-François, Pierre Lyonnais, je suis le directeur e-commerce et stratégie numérique chez Mondou. Je suis là depuis presque 3 ans. Puis le rôle premier, la raison pour laquelle je suis arrivé chez Mondou, en fait, c'était pour pivoter toute la transformation numérique. Puis évidemment, faire une espèce de transition. Mondou est une entreprise qui, à la base, est très brick and mortar. Alors, il y avait vraiment un step numérique qui devait être pris. Et puis, j'ai été mandaté et engagé, en fait, pour piloter cette transformation-là, vraiment faire un pivot numérique. Je travaille évidemment conjointement en lien. En fait, l'équipe numérique est une espèce de pivot, est un centre de compétences qui vient rejoindre évidemment un petit peu ce que tout le monde connaît, là, le marketing, les TI, puis évidemment tout le concept d'opérationnalité logistique. Alors, c'est ça. Puis ma spécialité, en fait, c'est vraiment ça. Je suis vraiment mon X, c'est vraiment en croissance numérique. Merci. Ça fait quelques années que InCloud travaille avec Mondou aussi, depuis on fait le début de Salesforce, l'implémentation, Ouais, ça fait des années. Commencé avec Marketing Cloud back in the days, oui. Qui évidemment, si je peux surfer là-dessus, en fait, avec InCloud maintenant, en fait, tout le stack technologique chez Mondou, en fait, qui est en lien avec Salesforce. Évidemment, la ressource technique est pilotée avec InCloud. Et puis, Anna est une grande partenaire pour nous, en fait, pour tout ce qui est tout le jeu, les Customer Journey, l'optimisation du parcours client, la bonification, évidemment, aussi, de toute notre stratégie via le CRM. Alors, c'est un partenaire avec qui on travaille bien, puis avec qui on aime bien travailler. Petra s'amène tout le temps des Mr. Puff, puis j'aime ça, c'est ça. Oh, we like going to their offices because they have dogs. Martin? Moi, je suis un futur client de Mondou, j'ai un chien qui s'en vient non, c'est bien de se connaître. Donc, premièrement, merci pour l'invitation, merci Eric, puis InCloud. Je ne sens pas beaucoup dernièrement, mais mon background, je suis un intrapreneur, on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai fait l'entrepreneuriat. Je regarde un peu dans la salle, mais on a créé le Tinder de mon temps qui s'appelait Réseau Contact. Donc, j'ai entendu ici, en fait, on a créé un site, c'était LinkedIn qui est devenu un site de rencontre parce qu'il n'y a pas de business model à l'époque. LinkedIn n'existait pas non plus, mais les gens étaient prêts à payer pour trouver l'amour. Donc, on a fait ça et ensuite Canada 411, on a fait, par la suite, j'ai eu la chance de transformer L'Oréal, donc qui n'est pas une petite compagnie, L'Oréal Canada, avec 38 marques de beauté. On est parti de pas mal zéro à bâtir 38 sites e-commerce, une marketplace sur Amazon, le Intel, la data. Donc, on a travaillé aussi avec InCloud ces projets-là. Et par la suite, j'ai été approché par Cogeco, que vous connaissez, qui est la télécom dans les régions, à travers le Canada et les États-Unis. Et j'étais en charge de transformer l'organisation, ce qui n'était pas quelque chose de simple. Et donc, nous avons dû mettre en place toute la stack technologique. On avait des serveurs cachés sous des bureaux. On partait vraiment de loin. Et on l'a fait juste avant le COVID. Donc, ça a été une bonne chose. On fait e-commerce, etc. Et on a travaillé avec InCloud aussi, qui était notre partenaire. Et maintenant, de retour à l'entrepreneuriat, donc ça s'appelle Nesto. La compagnie Nesto, ça fait 5 ans que c'est en marché, c'est des hypothèques en ligne. Donc notre mission, c'est de s'assurer qu'on offre une expérience qui est positive et transparente du début à la fin dans le secteur des hypothèques. Je ne sais pas si vous avez eu une expérience d'hypothèque dernièrement, si c'était pas Nesto, c'est assez difficile. Mais peut-être que c'était bon sur la Banque nationale. Nesto, rapidement, a été, donc on est, il y a eu du financement qui a été de la Banque nationale aussi, donc on est aussi partenaire. Et donc, je vais pouvoir vous donner les deux réflexions des grandes organisations pour l'avoir vécu et avoir les cicatrices et tout. Et aussi le contexte d'une plus petite organisation, parce que je regardais le profil, je pense qu'il y a un peu de tout. Je vais essayer de vous amener des perspectives, pour m'assurer que vous avez quelques notes pour revenir à votre CEO, votre CFO par rapport aux autres. Nice, thank you. So, aussi, Martin, ça fait des années qu'on se connaît. Everywhere he goes, we follow him. So, we're not stalking him in office, but MJ, Marie-Josée? Oui, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Puis je veux dire, comme tu as dit, merci de l'invitation
Eric et toute l'équipe d'Incloud. Moi, je suis dans l'industrie des services financiers depuis longtemps, depuis très longtemps, et j'ai toujours fait du marketing, des communications dans un domaine B2B de l'industrie, toujours travaillé avec des équipes de vente ou des conseillers en placement ou des PF. Je suis chez BNI, qui est une division de la banque. BNI, on est le gestionnaire d'actifs de la banque, donc on est manufacturier, la machine à saucisses, mais nous autres, c'est des produits d'investissement qu'on fait. C'est pas aussi émotionnel ou transactionnel que Mondou, mais c'est des podcasts aussi. Il y a comme des éléments. Je suis là, puis je trouve avoir du fun encore. Depuis 2016, je gère l'équipe qu'on appelle Sales Enablement et Digital Strategy. Donc, c'est comment soutenir nos équipes de vente dans les contenus, dans le training, c'est le pilier Sales Enablement. On gère le marketing de BNI aussi dans l'équipe et la stratégie numérique qui comprend la stratégie numérique, c'est un ensemble de technologies. Il y a notre CRM, il y a notre site web. Il y a les réseaux sociaux, le email marketing. On travaille avec Incloud depuis, je pense, 2014. Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille avec vous. Et voilà. Thank you, Naïve. And my name is Anna Maria Morena. Je suis directrice marketing et commerce électronique chez Incloud. Et je travaille avec tout le monde à part des clients ici, mais c'est vraiment côté stratégie marketing, comme Craig disait, côté de l'agence un peu de Incloud. So, let's get into it, guys. Okay, I don't mess this up. OK. Fait qu'on va parler un peu de l'étude du marché, vraiment discuter, débattre vraiment tous les aspects du sondage et vraiment comme... Right. Première question. Vraiment défi, on va rentrer dans les défis. Premièrement, l'optimisation du marketing. Comme on peut voir, comme Gilles l'avait présenté, vraiment mise en œuvre, c'est un des défis. Et aussi, deuxièmement, comme mesure de retour sur investissement. Fait que je peux lancer, Martin, je pense. Lancer, j'aime toujours ça, y aller au départ comme ça, quand la glace est cassée. Je vais commencer par un petit sondage dans un sondage, pourquoi pas. Donc, vous êtes des marketeurs, pensez à votre budget il y a 1 an et demi et votre budget maintenant, qui a baissé les budgets marketing? OK, ça dépend des industries, c'est ce que ça peut me dire. Je vais vous poser une deuxième question, ça m'inspire. Donc, qui a baissé les budgets de awareness, donc tout ce qui est brand campaign awareness, qui ont augmenté la performance, le budget de performance? Voilà. Donc, tu sais, le point que j'essaie de faire ici, c'est que il y a quand même des nuages plus gris là, qui sont, pour ne pas dire récession. Là. Donc, on a dû, il y a 1 an et demi, il y a quelqu'un qui est arrivé au bureau, un financier, qui nous a dit « Attention, ça va aller mal. » Donc, on était vraiment le pied dans le fond, il y avait la COVID, on vendait beaucoup d'hypothèques, c'était incroyable ce qu'on vivait, des campagnes télé, des campagnes en ligne, c'était vraiment le marketing ultime, ça fait 25 ans que je fais ça, puis j'avais des frissons. Et là, ils m'ont dit, il faut pivoter. Donc, cette question-là, ce que ça me dit, c'est que maintenant, le retour sur l'investissement, c'est normal que ça soit tellement important, parce que la façon dont tu gères tes budgets, il faut qu'il y ait un ROI super clair. Donc, souvent, les campagnes de marque, on peut voir l'impact dans l'écosystème, mais quelqu'un qui clique, qui va aller acheter sur ton magasin en ligne une poche de croquettes. Donc, ce dollar-là investi est clair. Right? Donc, la performance est claire. Donc, tout ce qui est awareness est plus compliqué à monétiser, à regarder le ROI. Donc, le ROI, ça devient normal. Et le ROI n'est pas seulement ROI une fois par semaine. C'est ROI dans un mode temps réel. Chez Nesto, actuellement, on regarde le matin avec les ventes. Donc, on parlait des rapports, c'est super important que l'information soit en temps réel. Qu'est-ce qui se passe le matin? On tune notre machine de performance, tout dépendant de la capacité qu'on a dans nos call centers. En après-midi, on optimise aussi notre paye jusqu'à en soirée. Donc, de plus en plus, notre marketing doit se faire en temps réel. C'est ça mon message ici. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon stack, clé, la bonne donnée, puis aussi la notion de real-time devient super important. Donc, quand je regarde les data ici, automation, les systèmes, c'est rendu facile de faire l'automation, les journées sont plus faciles, intuitives, mais la donnée, d'avoir accès en temps réel, de prendre les bonnes décisions d'affaires et démontrer à ton CFO et ton CEO
qui dans des dark days contrôle la bourse, devient très primordial. Donc, c'est mon expérience. C'est un beau défi de temps réel. En tout cas, dans notre industrie de conseiller financier, le cycle de vente en B2B, là, c'est 12 à 18 mois. Fait que j'aimerais bien arriver à faire du temps réel comme vous autres. Oui, c'est un bon point, c'est que le top funnel, lui, on le gère en temps réel, je vais prendre les capacités au call center. Puis après ça, on travaille en cohorte pour voir l'impact de ta conversion, mais tu as raison. C'est pas des cycles d'achat, comme exemple, tu mets 20% sur ton CV commerce, puis boum, ça part avec un email. Là. En effet, c'est un autre challenge. Je me positionne quand même un petit peu parce que il y a deux choses. Si je reviens sur la question de Virginie, tu sais, ABC, je suis un petit peu d'accord avec toi aussi. Là, on est dans une position qui est un petit peu différente, j'en conviens. Mondou, on a été chanceux. En fait, là, la pandémie, ça a été un accélérateur assez important. C'était considéré un bien essentiel. Alors, évidemment, les magasins, puis la boutique en ligne, bien évidemment, on a eu ça a poussé très, très fort. Évidemment, il y a eu des challenges logistiques assez importants qui ont été attachés à ça, mais tu sais, c'est pas le dossier actuel. En fait, je reviens encore sur le point des trois questions, puis tu sais, je pense que si, même pour mon goût, parce que même si on sait que c'est un bien qui est considéré essentiel, c'est un bien qui est chargé d'émotivité, on en parlait tout à l'heure, souvent les gens aiment beaucoup leurs animaux. Moi j'ai un petit chat, à la base j'aime pas les chats, mais je l'aime là maintenant, on m'a eu là. Mais en fait, où je reviens encore une fois, le point des trois, c'est que même chez Mondou, il y a une décision à prendre. Le consommateur, son porte-monnaie ne devient pas plus épais, il n'y a pas plus de sous, et puis il y a la notion d'engagement, puis encore une fois, il y a la notion de choix qui est extrêmement importante. Puis quand je regarde les trois points sur le tableau qui sont là, pour moi, un élément, puis je vais aller un petit peu ailleurs, l'élément pour moi qui revient, pour nous en tant que spécialiste en marketing numérique, le contexte ou le terme agilité, pour moi, c'est complètement overrated. T'sais, on en parle, ça fait plusieurs années, le contexte agile, la notion de fast-fail, d'apprendre de nos erreurs, tout ça. Ce que je reviens encore, le point qui unifie tout ça, pour moi, c'est la fluidité. C'est la capacité, justement, de prendre ces trois éléments-là, d'être capable de les aligner correctement, de mettre la data au centre de ton idée créative, de mettre le rapport au centre de la façon dont tu vas parler à ton client, puis on l'enveloppe encore une fois par l'engagement, puis la capacité de personnaliser, d'aller chercher le client d'une façon qui est beaucoup plus pertinente. Alors pour moi, ces trois éléments-là, malgré un challenge de marché qui est un petit peu différent, me concerne particulièrement, puis le point d'arrimage, encore une fois, c'est la capacité de personnaliser, puis d'aller influencer positivement la notion du choix du client. Qui est une réponse qui est plus évasive que Marie-Josée et Martin, mais c'est la réalité. C'est pour ça que Petros t'amène des scope-off aussi, parce qu'il prend toujours par les sentiments. Petros, je peux pas... Faut enchaîner, j'ai vu. Juste un point par rapport à ça, puis je pense fluidité et agilité. Agilité, moi je crois encore que tu dois être agile dans la façon que tu prends une information que tu dois livrer, faire une action avec la data, il faut que tu fasses une action avec. Donc, nous, on utilise la méthode agile pour pousser les projets, mais tu as raison que ça soit fluide. Et la fluidité, pour moi, encore, je crois que la méthode agile, Thumbs up. On va juste passer aux prochaines questions. Deuxième défi, vraiment, c'était comme autour de gestion de données. On a vu vraiment l'exactitude des données, comme je l'ai présenté tantôt, aussi migration des données. What, in your opinion, Moi, ce serait les silos de données qui sont vraiment un défi. Plus l'organisation est grande, plus les données se perdent, mais sont gérées par différentes équipes. Et ça devient un défi là, par les technologies qui ne sont pas les mêmes. Fait que de ramener ces données-là dans une technologie qui peut tout absorber facilement. Oui. Fait que ça, c'est vraiment le défi qu'on vit dans les plus grandes organisations. Je suis d'accord avec ce problème. Tout à fait d'accord, encore une fois, avec toi. Je m'exprime aussi sur le lexique d'entreprise, à savoir de quelle façon est-ce qu'on l'interprète. Puis souvent, malheureusement, une équipe marketing plus traditionnelle va interpréter ces données de façon différente. Fait que souvent, on arrive avec des rapports qui ont à peu près les mêmes chiffres, puis avec pas des théories qui sont nécessairement très différentes, mais des visions, des perspectives
qui sont différentes, puis tout le monde tire un petit peu sa couverte. Fait que je suis aussi de l'avis le silo de données est un défi assez important. Les deux autres, pour l'attitude, probablement, c'est vrai que je m'excuse, Martin, je t'ai coupé. Puis la migration des données à partir de diverses sources, nous, grâce entre autres à Cloud. Mais on a réussi, nous, on est quand même à l'aise dans ce cheminement-là, sans dire qu'on est où est-ce qu'on souhaite être. On est quand même à un point qui est bien. La migration se fait de façon pérenne. Nous autres aussi, on mange beaucoup de méthodes à cause de la migration de vos données. Tu vois, on a parlé des grandes et moyennes entreprises, je pense, très des grandes entreprises. C'est sûr, quand j'étais chez L'Oréal, là, comme Chief Digital Officer, là, j'aurais eu le même message. Au niveau de Nesto, on est parti avec une base de culture de données. Là, fait on s'est installé Google Cloud, BigQuery, c'est clean. C'est quand même le fun de partir clean. Là, fait que ça c'est intéressant. Puis, ce que je vois qui est de plus en plus partie de notre quotidien, c'est les third parties, les parties diverses de cookies. Donc, vu que les cookies, il n'y en aura plus, on commence à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on fait de plus en plus? On prend nos données à nous, puis on voudrait être capable, pas juste d'intégrer des sources de données, mais de l'envoyer aussi chez, par exemple, Google, où leur algorithme, maintenant, ils prennent les offline data qu'on appelle, puis ça vient optimiser l'algorithme. C'est vraiment puissant, là, je vous suggère de regarder ça. Donc, assurez-vous que votre stack, oui, je peux intégrer, dans un bon modèle de data, puis la gouvernance, ça, c'est la complexité des grandes entreprises. Nous, de notre côté, ben, le gars est à côté de moi, là, on se parle, on travaille, je pense qu'on a un demi-bureau, mais c'est ça la vie de start-up pour l'instant. Mais c'est le fun, c'est le fun. Mais c'est comment tu exposes ta donnée pour nourrir les algorithmes puis amener le flow en continu de données. Donc ça d'après moi, c'est le next frontier, un coup qu'on est bien seté. Passez à la prochaine question. On va-tu assez vite? On va-tu trop Non, lentement? je pense qu'on va trop lent. C'est pour ça, on va passer aux prochaines questions, mais c'était vraiment autour des défis de contenu, niveau d'engagement, comment on peut voir les pourcentages autour de incohérence, aussi manque d'interactivité par rapport au contenu qui existe, mais selon vous, what's your opinion on that? Moi, je préfère vous laisser. Tu sais, Mondo, nous, on a en masse de contenu, on a un contenu qui est émotif, on a l'embarras du choix. Je préfère passer. On est chanceux là-dessus. Annie est là, elle pourrait bien répondre. Non, mais c'est ça la réalité. Nous, on est chanceux à ce moment-là. C'est de rester pertinent, en fait, de notre côté, qui est le gros challenge. Mais ces points-là me parlent, heureusement, un petit peu moins. Là, je penserai mon tour pour ça. OK. Je vais y aller, par contre. De mon côté, moi, ce qui résonne, c'est le manque d'interactivité et d'engagement. Moi aussi, je pense qu'on ne manque pas de contenu. Je veux dire, si on en fait plus, on va être creepy. Là. Il y a vraiment une promotion over l'autre. Mais le manque d'interactivité et d'engagement, ça m'habite. Tu sais, envoyer un PDF sur mobile, là, c'est pas bonheur. Puis on le voit encore, ça. Fait que comment on s'assure de rendre notre contenu plus engageant, avoir des mesures aussi d'engagement sur du contenu. On est arrivé à faire ça, nous, il y a 2 ans. Fait qu'on a dit une page web, il faut que tu scrolles au moins la moitié de la page, il faut que tu restes là au moins 30 secondes. Puis là, avec la donnée, qu'on est capable de mesurer cet engagement-là, mais définitivement le manque d'interactivité aussi. J'ai une question, moi, tu me permets-tu de. Je comprends. En fait, je suis curieux, je me demande pourquoi on ne fait pas mention de saturation du contenu. Parce qu'en haut de ça, évidemment, là, il y en a du contenu, là, il y a l'embarras du choix. Les engagements sur les réseaux sociaux, évidemment, ça diminue. Je ne comprends pas pourquoi ce point-là n'est pas revenu dans l'étude. J'aurais aimé. Je vais mentir un peu sur ton point. Il y a une notion aussi de distribution du contenu. Je pense que les gens ont le contenu, les gens le structurent, donc c'est ce qu'on voit ici. Puis je pense que l'enjeu, création de contenu avec ChatGPT maintenant, nous on crée beaucoup de contenu SEO, des guides pour les acheteurs. Fait que les trucs de base, on utilise beaucoup de ChatGPT qui nous donne le cadre, fait qu'on peut en créer en quantité. La qualité, on amène des gens qui sont experts pour optimiser, mais ça coûte beaucoup moins cher que c'est fait faire du contenu. Ça, c'est le premier constat. Deuxième point, après ça, ce contenu-là, tu peux en faire beaucoup, mais comment il va te payer? Donc, comment il va te payer, il faut le distribuer ou l'amplifier.
Puis l'enjeu maintenant, c'est que tout coûte de l'argent, c'est pay to play, c'est vraiment accessible, mais les réseaux sociaux, là, c'est des médias sociaux, hein, on s'entend. Là. Donc, il n'y a plus vraiment l'organique qu'il y avait avant, donc il faut que tu mettes de l'argent. Donc, les gens souvent mettent beaucoup d'argent en création de contenu, moins d'argent en amplification, donc le ROI est plus compliqué. Puis un deuxième volet que j'essaierai de vous positionner, c'est quand vous créez votre contenu, c'est de l'optimiser pour le SEO. Parce que comme ça, ce contenu, tu es capable de voir, OK, genre, j'ai différentes questions dans le marché, j'ai le bon contenu pour cette personne-là, je l'ai fait au bon niveau, puis après ça, les engins de recherche pick up, puis ça devient des livres beaucoup moins chers que quand je fais quand je vends SIM. Donc pour nous, à chaque pièce de contenu, on essaie de se dire, voici la grande histoire, comment je la distribue à travers les canaux. Donc tu dois faire à peu près une itération de 10 canaux, TikTok, Instagram, SEO, pour t'assurer que tu vas aller monétiser ce contenu-là. Fait qu'essayer de penser à, est-ce que j'ai assez d'argent pour le pousser? Deux, est-ce que les engins de recherche vont le prendre pour diminuer les coûts par acquisition des livres, en diminuant mon paye? Donc c'est un peu comme ça, on voit aussi le contenu, peut-être des fois, less is better, c'est mieux, less is more, mais avec un plus gros Big Bang dans le story, puis tu lui mets de l'argent pour être sûr qu'il y a un héros. Yeah. Il y a aussi du A/B testing si jamais s'il vous vous plaît. n'êtes pas sûr. S'il vous plaît. Et si on a le temps, je sais souvent c'est le A/B test, c'est juste on n'a pas le temps de le faire, juste go, put it live. Mais en tout cas, ça. Pour passer je pense avant-dernière question, c'est vraiment autour de génération des leads. Il y a le parcours client qu'on avait fait avec plusieurs de nous aussi, qui est assez haut, élevé, aussi analyse et notation des leads. What do you guys think? Ouais, moi, je dirais B, là, en fait, encore une fois, c'est pour mon doux, là, puis je dirais au-delà de l'analyse, nous, c'est probablement le réengagement. On est très, très bon, en fait, là, sur le premier hit, là, qu'on va chercher encore par le contenu, par notre capacité média et tout ça. C'est après, c'est toujours après. Là. Alors moi, je me positionnerais à B. On est chanceux, on a, comme nos audiences, je ne tomberai pas dans ce contexte-là, mais nous, on possède la plupart de nos audiences, puis on travaille avec des leads généralement qui sont de bonne qualité. C'est assez facile de qualifier quelqu'un pour de la bouffe de chien ou de chat, là. Mais c'est sur le retour, en fait, là, la cartographie a bien été grâce à toi, en fait, là, grâce à toi, Yanni, qui est assis dans la salle, mais le parcours client, je trouve qu'on commence à être pas mal bon. C'est vraiment sur le catch-up. Après, un client Mondou, un client moyen, c'est généralement à peu près 5 semaines. Un client venu chez Mondou, toutes les 5 semaines, il revient acheter chez Mondou. Comment est-ce qu'on le bonifie? Là? De quelle façon? Alors, je dirais que c'est dans le bac du parcours client ou dans le lead qu'on a un petit peu plus de difficultés. C'est les programmes de subscription et tout. Entre autres, les programmes de récurrence et tout ça, ouais. Je peux me lancer. Nous, c'est le lead scoring en français, là, de notation des leads. Je vous ai parlé qu'on a dû réduire nos budgets. Donc, chaque lead qui rentre, il faut que tu t'assures que tu le traites de la bonne façon. Puis, je pense que le changement de paradigme de croissance à tout prix, visait profitabilité, te demande de revenir aux bases du marketing. Donc, la base du marketing, c'est de reprendre c'est qui je convertis bien actuellement, c'est quoi mon audience, c'est quoi les différents attributs, les segments. Et là, de là, tu regardes, OK, comment j'attire ces gens-là, mais quand ils rentrent dans ton funnel de vente, nous, il y a une lumière rouge qui sonne. Mettons qu'il y a une personne qui arrive, on sait que son intention, elle va faire une offre d'achat sur une maison dans la prochaine semaine. Les lumières partent dans le bureau. Là, on prend le livre, on le chérit. Puis là, on l'amène, on le met au meilleur advisor, parce que sur le téléphone, on rappelle en 10 secondes. Puis là, il y a un Customer Journey fait pour lui. On a à peu près 19 Customer Journey. Puis là, on le chérit parce qu'on sait que l'intention est forte. Donc, pour nous, la notification, on utilise l'AI pour le faire. Donc, il y a différentes sources. Par quel canal il est arrivé, l'information qu'ils nous ont amené en amont. Et là, par la suite, on fait l'affinité, puis là, la machine a fait une lumière rouge, une lumière bleue, puis même des fois, il n'y a pas de lumière, puis qu'est-ce que ça dit? C'est que ce lead-là, oui, il veut une hypothèque, mais le timing est quand même assez élevé. On n'a pas un produit parfait, on le vend à nos compétiteurs. Imaginez, quand ça fait mal, quand on a faim, c'est là qu'on est créatif. Donc, c'est ce qu'on a fait, et maintenant, on a décidé de qui
dans le marché a besoin de ces leads-là. Exemple, moi, je ne fais pas de rental dans les gens qui ont les locatifs, je ne fais pas du B-lending, c'est un peu le jargon des hypothèques. Mais je l'ai déjà acquis parce que les gens ils cherchent mon meilleur taux hypothécaire. Donc, la lumière ne tourne pas, boum, on l'envoie au compétiteur, puis ça vient de financer nos coûts d'acquisition. C'est fou, hein? Mais pensez-y, quand on a faim, les marketeurs, on trouve des solutions, on bouge des vaches sacrées qu'on n'aurait jamais osé faire, puis on va peut-être en faire pour 1 million cette année de vente de leads. Donc, Yeah, it's pretty interesting. T'as fait de la vache? Seriously, it's great thinking outside of the box. MJ, donc, Moi, j'ajouterais, oui, c'est vraiment un défi, comme Gil disait, là, le marketing lead versus le sales accepted lead. On arrive à amener des leads marketing à l'équipe des ventes, mais c'est vraiment est-ce qu'ils sont qualifiés à leurs yeux, à eux. Réduire ce gap-là, c'est vraiment un gros défi. On commence avec le AI. Peut-être que là, on va y arriver là, dans quelques mois à mieux qualifier certains prospects, mais ça me parle. Yeah, I see that too. pour réduire les coûts, hein? C'est ça Oui, l'idée. c'est ça. Réduire ton marketing CAC. Moi, c'est notre obsession présentement, c'est mon Marketing obsession. CAC. Marketing CAC, coût d'acquisition. Precious needs different use of Mr. Cups. I don't know. On va juste wrap up. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que we're a bit late on time, but quand même, on va accueillir plein de questions s'il y en a quand même. Yes. C'est pour Marie-Josée, Oui. c'est ça. Vous avez du B2B, puis vous avez dit là, votre cycle de vente est très, très, très Oui, 12 à 18 mois. dans la même situation. On est dans la même situation. Comment vous calculez votre ROI? So the question, peux-tu juste répéter la question? Oui, fait que dans un contexte où notre cycle de vente est de 12 à 18 mois, comment on arrive à calculer notre ROI? Ben, on n'y est pas arrivé jusqu'à tout récemment. OK. Bien honnêtement, Ça me là, rassure. on n'y est pas arrivé. Cet été, par contre, puis c'est ROI, oui, puis non, là, mais on a croisé